Hola, bonjour à tous, encore une fois. Bienvenue à l'espace online de parentalité continue dans les journées organisées dans la semaine pour l'accouchement respecté 2022. Je suis Mercedes Granda, je me présente encore une fois aujourd'hui, au cas où tu arrives sur cette live. Je suis créatrice d'espaces de parole et de divulgation autour de la maternité. Ici, on accompagne la parentalité avec la science, la raison et le cœur. Bienvenue au deuxième jour des journées que j'organise à l'occasion de la SMART 2022, cette année sur la thématique proposée par l'ENCA, Réseau européen des associations pour l'accouchement, et qui est des meilleures naissances pour un meilleur avenir. On va parler précisément des naissances, des bonnes naissances et comment devenir actrice de son accouchement. Aujourd'hui, je vous amène avec nous Alison Legros. Alison est mère de 2 enfants, née en structure médicalisée après un premier accouchement décevant et traumatisant où elle fut césarisée en urgence. Elle décide de reprendre le contrôle de cet événement pour son second enfant. Elle va vivre une expérience tellement transcendante au-delà de ses espérances suite à cet AVC, un accouchement par voie basse après césarienne, que Alison, elle est là avec nous pour nous raconter un peu plus. Hola Alison, bienvenue. Hola. Bonjour à tous, merci de me recevoir, c'est un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui, c'est trop bien. Merci avec toi, ça a été vraiment un plaisir, tu sais bien tout ce que j'ai partagé avec toi et tout ce qu'on a parlé avant. Bienvenue à Parentalité Continue. En fait, comme je disais, suite à cet accouchement par voie basse après césarienne, c'est à partir de là que tu t'es formée en thérapie bref et tu es spécialiste en parentalité pour transmettre tes expériences et ces méthodes aux mères afin qu'elles aussi puissent être actrices de leurs accouchements. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu as aussi cherché pendant ta grossesse et que tu n'as pas trouvé. C'est ça, exactement. Et j'ai vraiment vu la différence entre ma première grossesse où je faisais confiance à tout ce qui est mis en place par l'État français, l'équipe médicale, les rendez-vous de gynéco à la maternité, les émissions qu'on peut trouver aussi. À ce moment-là, c'était en 2008, donc il n'y avait pas autant Internet que maintenant, donc c'était plutôt à la télé avec l'émission Les Maternelles, des choses comme ça. Et je pensais que j'avais juste à faire tout ça et que ça allait bien se passer. Il suffisait que je choisisse la bonne maternité et mon accouchement, il serait comme je veux. Et ça a été tout l'inverse. C'était une catastrophe. C'était vraiment très traumatisant physiquement, émotionnellement, au niveau de mon estime personnelle, de mon identité aussi. Ça a été très compliqué. Et j'ai dit, il y a un truc qui va pas. En fait, on nous ment. J'ai eu vraiment cette trahison. J'ai ressenti de la trahison, en fait, par rapport à ce que j'avais vécu et par rapport à ce qu'on nous dit dans l'inconscient, dans le collectif, par rapport à l'accouchement, qu'il suffit juste de faire une préparation classique, juste les rendez-vous et ça suffit, on accouche bien et c'est faux, en fait. Et donc, pour mon second, parce que j'ai ressenti de faire un enfant, après d'en avoir d'autres, en fait. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui s'arrêtent de faire des enfants à cause d'un accouchement traumatisant. Mais moi, j'ai quand même eu le désir d'en faire un second. Par contre, je voulais me préparer différemment. Et j'ai cherché. C'est quand, à quel moment que tu as pensé, justement parce que tu as eu une césarienne, n'est-ce pas? Mais comment ça s'est passé? Pourquoi finalement ton accouchement s'est fini en césarienne? Parce que à tes paroles, je peux entendre que c'est peut-être une césarienne, ce qu'on appelle une césarienne nécessaire, n'est-ce pas? C'était une césarienne de confort pour l'équipe médicale. Donc c'était nécessaire. C'était pas justifié médicalement, hein. C'était pour le confort de l'équipe soignante à ce moment-là qui avait une vingtaine d'heures de garde, qui était fatiguée et qui n'était pas capable de me faire accoucher par voie basse à ce moment-là parce qu'elles étaient fatiguées. C'est une réalité française, mais ça, moi, je l'ai découvert en le vivant. Oui. C'est dramatique. Bien sûr, hein, moi aussi, pour ceux qui sont intéressés, j'ai publié mon premier accouchement en France, dans une clinique médicalisée où j'ai commencé à percevoir des choses pendant la grossesse qui je n'ai pas donné forcément de l'importance, mais que finalement, ils se sont déroulés en série de choses, comme je dis dans les premières vidéos avec Nina,
Ça s'appelle une cascade d'interventions qui font que déjà la première intervention, c'est déjà, ça va obliger, dans 190% des cas, à mettre des autres interventions pour un pansement, en fait, qui t'amène finalement à une situation que ce n'était pas nécessaire. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Moi, j'ai été déclenchée pour ma première. Je savais même pas que j'avais le droit de refuser le déclenchement, hein. Donc, j'ai été déclenchée. Ça a fini, on m'a forcé la péridurale. On me l'a forcé, on me l'a imposé. Et ensuite, ça a fini en césarienne. Voilà. Mais il y avait rien de naturel là-dedans et ça aurait très bien pu se vivre autrement. Et ça, je l'ai senti au fond de moi. Mon instinct m'a dit, c'est pas normal ce que tu as vécu. Tu aurais dû avoir un autre accouchement. C'était pas juste une imagination, là. Je l'ai senti vraiment. Et c'est pour ça que j'ai ressenti, t'arrêtes pas là, tu as d'autres enfants qui vont venir, donc tu devras te préparer différemment. Moi, je me parle beaucoup dans ma tête. Hein. Quand je dis tu, en fait, c'est moi qui me parle à moi-même. Hein. Et j'ai vraiment ressenti ça. Je te comprends parfaitement parce qu'en réalité, je pense que nous tous, on se parle un peu dans notre tête. Non, on commence à se dire, mais des fois, tu ne peux même pas prendre la parole devant certaines personnes, mais tu réfléchis, tu dis, attends, cette phrase, qu'est-ce qui se passe ici? Et peut-être que tu ne l'apprends pas au début comme ça, mais au fil des temps, tu vas comprendre certaines choses. Moi, je ne me suis pas réveillée tout de suite. Hein. Je ne me suis pas dit les premiers jours après l'accouchement, j'ai suivi de violence obstétricale. Ah non, pas du tout. Hein. J'étais avec mon bébé, je faisais ce que je pouvais. Au contraire, j'étais en train de souffrir parce qu'il ne prenait pas de poids. Il a fait une génisse qui ensuite, j'ai compris pourquoi la génisse, parce qu'en fait, effectivement, les effets secondaires de cette péridurale, c'est que le bébé est endormi pendant 2-3 jours. Donc, du coup, effectivement, il y a certaines choses qu'il aurait pu être différemment pour qu'on puisse avoir au moins un accouchement digne et décent. Non, parce que si c'était un accouchement, comme je dis à mon fils, je ne regrette pas parce qu'en fait, ça m'a amené à des sortes différentes. Mais j'aurais bien aimé ne pas l'avoir donné ce type de naissance. Je me suis même sentie obligée à lui demander mes excuses. C'est ça. De dire, parce qu'en fait, il y a aussi cette partie de la naissance, non, que va subir le bébé. Et que cette déconnexion qu'on a, c'est pas normal, non? Je ne sais pas comment tu t'es sentie avec ta césarienne. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent très bien, que ça va, surtout, voilà, il y a des circonstances particulières. Mais moi, personnellement, rien que me frôler, ça m'a choqué énormément. Hein. Rien que dans les situations que j'ai vécues, avec les gynécos en train de m'écrier, et de loin, comme si, je ne sais pas, c'était vraiment quelque chose, non? Est-ce que tu te sens pour nous raconter un petit peu ça, de comment ça s'est passé pour toi? Ouais, la césarienne, en fait, toute la grossesse que j'ai eue, c'était ma première, je ne travaillais pas. Donc, j'avais vraiment le temps de prendre soin de moi, de toucher mon ventre tous les jours, de parler avec mon bébé comme ça. Tu vois, c'était vraiment une grossesse, j'étais pas stressée, c'était parfait. Et j'avais une très bonne connexion avec mon enfant. Et le jour de l'accouchement, j'avais le monitoring intensif. Donc, je pouvais plus communiquer avec elle par le toucher. Donc, c'était la seule façon que je trouvais à ce moment-là pour parler avec elle. Donc, il y a eu une coupure, en fait, au niveau du lien avec mon bébé. Donc, il y a eu déjà ça. Et ensuite, je me suis retrouvée en césarienne. Et donc là, quand j'ai senti les mains de la gynéco rentrer dans mon ventre pour me sortir ma fille. Donc là, la sensation que j'ai ressentie, c'était comme du viol, en fait. C'est un mot fort, hein, mais c'est comme ça que je me suis sentie violée et volée, comme voler mon bébé. Et après, ils me l'ont montré. Et quand je l'ai vue, elle était belle, ma fille. Hein. En plus, les bébés nés par césarienne ont une belle tête bien ronde. Donc, c'est le seul avantage. C'est qu'il y a vraiment une tête bien déformée, effectivement. Ah oui, mon fils, il avait la tête comme ça. Il était tout déformé. Mais ma fille, elle avait une jolie tête de poupée. C'était vraiment une poupée. Elle était magnifique. Je ne l'ai pas reconnue. Pour moi, c'était pas ma fille. Oh. Tu vois, c'était vraiment très choquant. Et je me dis, tu es belle. Est-ce que tu as eu peau à peau ensuite, tu vois, quand tu l'as fait? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils me l'ont montré. Donc, mon cerveau m'a dit, c'est pas ta fille. J'ai ressenti, mais c'est faux. Tu vois, j'ai eu une lutte à l'intérieur quand ils m'ont montré ma fille parce que voilà, c'était très compliqué. Et ensuite, ils l'ont emmenée pour lui faire les soins et moi pour me refermer.
Donc là, jusque-là, ça va. Ensuite, ils l'ont mis dans une couveuse. Ils n'ont pas voulu faire le pot à pot avec moi, en fait. Et moi, je suis allée dans la salle, là où il y avait la couveuse. Donc, j'ai vu ma fille. C'était très, très compliqué émotionnellement. Je ne savais pas quoi faire. On ne m'avait pas expliqué. C'est la première fois de ma vie que je voyais une couveuse. Donc, j'ai bugué. Je ne savais même pas que je pouvais mettre ma main dans le trou pour la toucher. Je ne savais même pas. On ne m'avait pas expliqué. Enfin, tu vois, c'était vraiment très compliqué. Et la péricultrice, elle a eu pitié de moi et elle m'a dit « Attendez, je vais l'enlever et je vais vous la mettre dessus. » Elle me dit « Normalement, j'ai pas le droit de vous faire ça parce que les règles, c'était pas ça. » Elle me dit « Mais moi, je vais vous laisser avec votre fille. » Et donc là, j'ai fait le pot à pot avec ma fille en enfreignant la règle. Petit ange. Oh là là. Mais voilà, en fait, j'ai réussi à recréer le lien avec ma fille grâce à l'allaitement et ça m'a pris au moins une semaine. Donc, pendant une semaine, j'étais tout le temps en conflit intérieur à me dire c'est mon bébé, alors qu'il y a autre chose qui me disait non, c'est pas ta fille, parce qu'elle n'était pas sortie par voie basse. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Et en plus. C'est peut-être aussi parce que ton cerveau, en fait, quand tu étais sous péridurale, il n'a pas fait l'effort, donc il n'a pas senti la sortie, et donc il ne fait pas la connexion. Ça arrive souvent, par exemple, tu sais, avec les personnes amputées. D'accord, des personnes qui sont amputées d'urgence et qu'ils sentent des douleurs tout de suite après, parce qu'en fait, son cerveau, il ne reconnaît pas. Et en fait, il envoie les messages des douleurs pour dire « il est où mon bras ?» Parce que je ne sais pas à quel moment on me l'a enlevé, il devrait être là. Et voilà, c'est comme quoi les cerveaux, c'est pas uniquement, c'est cette connexion avec les moments de la sortie et les sensations de notre corps. Exactement. Exactement, c'est clair. C'est clair. Bon, moi, ça m'a pris une semaine, tu vois, pour réaliser vraiment et ne plus avoir ce dialogue-là à l'intérieur et vraiment que mon cerveau, il dise non, c'est bon, c'est ton bébé, c'est ta fille. Et ça a été très traumatisant, ça. Bah oui, tu m'étonnes parce qu'en plus, on est, enfin, déjà que les sentiments que ton corps, il n'a pas fonctionné comme il devait, parce que même si tu as été obligé, quelque part, tu as eu la sensation de que les médicaments ne sont pas eu effet pour toi, que tu n'as pas eu la poussée des bébés, que tu n'as pas vécu tout ça, donc ton corps, et ça, on va les ressentir beaucoup, hein, on va les ressentir aussi avec l'allaitement, la sensation de que notre corps, il ne va pas être capable de nourrir notre bébé, et pourtant, il a fait un bébé pendant 9 mois, donc il ne va pas nous lâcher, d'accord, enfin, heureusement, on est très résilient, on peut récupérer plein de choses, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer de tout ça. On aurait pu s'en passer. On n'avait pas besoin de tout ça pour grandir. Non? Et en fait, attends, excuse-moi, je vais vérifier un petit truc. Continue. C'est ce que j'allais te demander, c'était quel était le processus pour toi? D'accord, parce qu'en fait, là, tu as déjà cette vécu, tu vas t'attacher avec ton bébé, chose que c'est merveilleuse, parce que c'est pas tout le monde qui en une semaine il va récupérer. Hein. Ouais. Et surtout si ensuite, tout de suite après, tu as des complications avec l'allaitement ou quoi que ce soit. Mais comment tu commences à projeter ton deuxième accouchement? Ah, d'accord. Oui. Alors, en fait, moi, j'étais vraiment… la première réaction, c'est plus jamais de bébé, c'est fini. Tu vois, ça, c'est normal. Il y en a beaucoup qui vivent les accouchements, même par voie basse, en disant c'est fini, plus d'autres. Et j'ai allaité, du coup, jusqu'aux 13 mois de ma fille. Donc, ça a été un allaitement magnifique. Et à partir de là, j'ai ressenti qu'il lui fallait un petit frère ou une petite sœur. Donc, elle devait avoir 1 an, tu vois. Et là, j'ai dit, alors là, maintenant, je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois. Donc là, j'ai vraiment sorti la stratégie de guerrière. Là, j'ai mis mon manteau de guerrière. J'ai dit, alors là, on ne va pas m'avoir une deuxième fois. Déjà, c'est hors de question que j'ai une deuxième césarienne. Parce que je savais que j'allais mourir pour la deuxième. C'était tellement traumatisant pour la première que je savais qu'émotionnellement, je ne supporterais pas une deuxième césarienne. Donc, j'ai dit, maintenant, on va jouer avec leurs règles du jeu à l'équipe médicale et tout. Et je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête qui font que telle personne a une césarienne et tout. Donc, je me suis renseignée et il y en a beaucoup qui vont faire des accouchements par césarienne à des femmes qui ont déjà eu une césarienne parce que, par exemple, elle a 2 grossesses trop rapprochées. Donc, il y a un risque que l'utérus il se déchire, des choses comme ça. Tu vois?
Donc, je me suis dit, je ressens d'avoir un deuxième, je sens que ma petite fille, elle a besoin d'être grande sœur. Donc, c'était vraiment un choix, pas que moi, hein, je ressentais aussi qu'il y avait tout ça. Donc, je vais attendre 3 ans avant d'avoir le second. Donc, ma fille, elle avait 1 an. Donc, déjà, j'ai planifié que la prochaine grossesse, ce serait pas avant qu'elle ait 3 ans et demi. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai accouché, elle avait 3 ans et demi. Donc, déjà, au niveau physique, pour reprendre un accouchement par voie basse après une césarienne, j'ai tenu compte de cet argument-là qui est dit souvent par les équipes médicales. Et ensuite, dès que j'ai pris cette décision-là, j'ai fait ma vie normale avec ma fille. Et à partir qu'elle est à peu près, c'était en 2011, voilà, en 2011, là, j'ai commencé à réfléchir, ok, j'ai demandé au papa s'il voulait faire un second. Et là, on a mis en place la conception. La planification. Et j'ai su, je peux te dire exactement quelle date, je sais quel rapport a fécondé. Et même le papa, il a su parce qu'il y avait tellement de conscience dans cet acte-là. J'avais tellement travaillé sur essayer de comprendre mon corps et tout, qu'on a ressenti qu'il y avait eu un truc spécial à ce rapport-là, et ça a été la fécondation. Donc, je savais à quelle date j'allais accoucher, en fait, déjà. Quand il a été conçu, j'ai compté et j'ai su que ce serait en janvier et tout et tout. Donc, je savais que celui-là, c'était le bon. Et de suite, j'ai su que j'étais enceinte, du coup. Et 1 semaine après, j'ai commencé à ressentir les symptômes de la grossesse, hein, alors que beaucoup d'équipes médicales disent que c'est impossible, mais moi, je l'ai ressenti. Et à partir de là, j'ai commencé ma préparation à l'accouchement. J'étais enceinte d'1 semaine. Wow. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça ta question. En fait, c'est là que tu veux qu'on en vienne. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait tout ce que j'ai pas fait pour ma première, c'est-à-dire je suis allée chercher des informations par moi-même. J'ai pas attendu que l'équipe médicale me donne les informations. J'ai pas attendu que la télé française me donne les informations. Je suis allée les chercher par moi-même dans des livres, sur des recherches Google, et je suis allée après poser des questions que je n'avais jamais osé poser avant aux équipes médicales, mais des questions franches, avec des réponses que j'attendais être franches et pas pas des questions où l'équipe médicale peut répondre comme elle veut et me contenter de ça. Vraiment, tu vois, aller vraiment t'infantiliser, n'est-ce pas? Un peu t'infantiliser et te dire non, mais en fait, te faire singer la vie. C'est ça. Parce qu'à la fin, c'est un peu ça, te faire singer la vie. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai mis mon manteau de guerrière, c'est-à-dire que quand tu fais la guerre à quelqu'un, que ce soit là, en plus, on parle de guerre en ce moment et tout au niveau mondial, mais les chefs de guerre, ils ne se disent pas, allez, c'est bon, on y va comme ça. Non, ils ont déjà tout préparé, ils savent ce que l'ennemi a comme arme et tout et tout. Donc, moi, j'ai fait vraiment le même état d'esprit. J'étais partie en guerre, clairement, mais c'était pour l'accouchement de mon fils. Donc, voilà, c'était vraiment un état d'esprit très… C'est dommage, n'est-ce pas, de déjà aborder un projet de naissance avec l'esprit de devoir défendre à tout moment rien que nos droits. C'est ça l'information et à prendre des décisions par nous-mêmes. C'est ça, prendre des décisions par nous-mêmes, c'est clair. C'est exactement ça. Et moi, le projet de naissance, tu vois, parce que c'est ce que tu parlais, pour la première, j'avais fait le projet de naissance, j'avais dit que j'avais choisi la maternité, je voulais accoucher dans l'eau, ils avaient des salles nature avec la baignoire et tout. Et la gynécologue, elle avait rigolé. Elle m'a dit, c'est un premier, vous allez accoucher sur la table, ça se passera très bien, la baignoire, non. Et là, j'ai compris que le projet de naissance, il fallait pas le dire, en fait. C'est une stratégie de guerre. On revient à la guerre. C'est ta stratégie, tu n'as pas à donner ta stratégie à l'ennemi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon projet de naissance. J'ai fait moi-même ce que je veux sans en parler à l'équipe médicale parce que j'ai mis en place les actions pour avoir ce que je veux en fonction de leur système à eux, tu vois. Ça a été vraiment très stratégique. Hein. Je l'ai fait très stratège et j'ai eu un accouchement magnifique. C'était les sages-femmes, elles avaient la bouche par terre. Raconte-nous ce deuxième accouchement, s'il te plaît, raconte-le-nous un peu. Mais nous, la joie dans cette semaine de l'accouchement respecté, parce qu'il y a un accouchement. C'est ça. Alors déjà, quand moi je suis partie avec un gros handicap déjà pour un accouchement naturel parce que j'avais eu une césarienne en premier. Et donc là,
j'avais été suivie par une sage-femme libérale pour une préparation à l'accouchement en sophrologie et elle m'avait montré cette réalité-là. Elle m'a dit, ils vont vous forcer à avoir la péridurale. Ça, c'est un truc, je vous le dis parce que vous avez une césarienne, vous allez accoucher en structure médicalisée, vous n'allez pas accoucher chez vous. Donc là, préparez-vous à recevoir la péridurale, mais faites tout pour l'avoir au dernier moment. Parce qu'avec un peu de chance, vous passerez entre les mailles du filet et vous n'aurez pas du tout la péridurale. Donc, je me suis formaté le cerveau aussi à accepter, mais à l'avoir vraiment au dernier moment. Donc, moi, mon objectif, c'était j'accouche par voie basse avec la péridurale au dernier moment. C'était même pas un accouchement naturel parce que, voilà, je savais qu'il y avait très peu de chances que je l'ai et que j'allais être déçue. Donc, j'ai accepté. Il y a des fois, voilà, c'est comme la guerre, quand tu fais des compromis avec l'ennemi, quand il y a une prise d'otage ou quoi, des fois, tu dois accepter un petit peu de lâcher un petit peu du mou pour avoir ce que tu veux. Tu vois, j'ai vraiment vécu comme ça. C'était vraiment un truc de fou. Hein. Donc, déjà, je me suis dit, l'accouchement 100% naturel, il est fort possible que je ne l'ai pas parce que j'aurai la péridurale au dernier moment, tu vois. Mais j'ai eu l'accouchement par voie basse, donc ça s'est fini en voie basse, avec une péridurale. À la fin, que je ne savais même pas que ça existait, tu sais quand est-ce que j'ai eu la péridurale? Tu vas rire, hein. J'étais presque à 10, la poche des os, elle avait rompu, et mon fils, il commençait à descendre. J'ai eu la péridurale là. Tu imagines? Normalement, à partir de 7 cm, elle ne fait plus d'effet, c'est pour ça qu'elle n'en met plus. Eh bien, c'est faux. Voilà, ça dépend, tu sais, ça dépend uniquement de l'anesthésiste. Oui, peut-être. Hein. Mais ça t'a fait des effets immédiats, non? Eh bien, après, oui, ça m'a fait l'effet immédiat et du coup, moi, ça a retardé la naissance de mon fils de 2 heures, mais bon, il est sorti normalement par voie basse, tout s'est bien passé. Mais voilà, c'est un truc. Ça veut dire que quand même, ça a retardé la sortie du bébé. Ouais. Alors là, il faut que je t'explique mon accouchement pour que tu comprennes. Je suis toute pour toi. Donc, moi, je commence, j'ai les contractions. Déjà, pour ma première, je ne sentais pas les contractions. Là, alors que j'avais été déclenchée pour ma première, je ne sentais rien du tout. Mon corps, il était anesthésié tout seul. Un moment d'accouchement, donc tu ne sentais rien. Oui. C'est ça. Pour ma première, je ne sentais rien du tout. Donc là, lui, j'ai senti. Ça m'a fait comme les grosses douleurs de règles, tu vois. Là, j'ai dit, ah, là, c'est pas normal. Donc, je pense que c'est pour aujourd'hui. Je vais aux toilettes, il y a le bouchon muqueux avec du sang. C'est bon, c'est pour aujourd'hui, OK? Donc, moi, j'ai commencé à faire, du coup, des petites respirations pour soulager la douleur, prendre un bain, tu vois. Et je suis allée à la maternité en début d'après-midi, à peu près. Hein. Et donc là, elle me fait le monitoring et elle me dit, bon, vous êtes à 1, il n'y a pas beaucoup de contractions. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, bon, ben, écoutez, moi, si c'est long, je rentre chez moi et je reviens quand j'ai plus mal. Parce que j'étais à 15 minutes de la maternité, tu vois, autant que je retourne chez moi dans ma baignoire plutôt que, voilà. Sauf qu'elle me dit, j'ai l'impression que vous avez la poche des os qui est un petit peu fissurée. Donc, elle m'a fait un test avec un coton-tige et ça a validé qu'en fait, j'avais la poche des os qui était un petit peu fissurée. Et elle m'a dit, là, le protocole qu'on a, nous, quand il y a une fissure de la poche des os, c'est qu'on vous garde en maternité, tu vois. Donc, du coup, je suis restée, voilà, vraiment du tout début du pré-travail jusqu'à l'accouchement de mon fils, j'ai tout fait à la maternité. Donc là, moi, je me suis battue parce qu'on est en guerre. C'est vraiment comme ça que je suis. Tu aurais pu partir, tu aurais pu éviter, mais là, tu n'as pas. Non, là, j'ai dit, je reste à la maternité à une seule condition. Je lui dis, je veux une condition si je reste là. Vous me donnez un ballon d'accouchement. Je veux un ballon et je veux être tout le temps avec le ballon. Je ne veux pas que vous me laissez 1 heure et vous me le reprenez. Je veux tout le temps. J'ai dû le demander au moins 5 fois. Au moins, j'ai attendu au moins 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Mais je l'ai eu, hein. J'ai rien lâché parce que je savais que moi, c'était mon truc, c'était ça. Et donc, du coup, elle m'a donné, c'était une journée où ils avaient beaucoup d'accouchements en même temps. Donc, elle m'a pas mis dans une salle de pré-travail ni dans une salle d'accouchement. Elle m'a mis dans la chambre dans laquelle j'allais être après mon accouchement. Donc, j'étais dans ma chambre. J'ai fait tout mon travail dans la chambre, en fait, tu vois, jusqu'à ce que j'arrive à peu près à 5, 6 au niveau de la dilatation du col. J'étais dans la chambre. Voilà, donc c'était comme si j'étais à la maison, en fait. Tu vois, j'étais vraiment bien. Il n'y avait personne qui me dérangeait. De temps en temps, la sage-femme, elle venait. De temps en temps, il y avait un petit monitoring. Voilà, donc... et j'étais là avec mes contractions et c'est quelque chose que je découvrais. Je faisais les exercices de respiration avec le mouvement avec le ballon. Donc, tu vois, j'étais bien là, franchement.
J'étais bien. Et après arrivent les contractions qui sont un peu plus fortes. Voilà, tu te dis, là, c'est fatigant, hein. Et puis là, il commence à être 19h, 20h. T'as envie de dormir, t'as envie de faire une sieste, mais t'as la contraction, c'est compliqué, hein. Et là, j'ai eu la tentation, du coup, de prendre la péridurale. Ben oui, parce que la péridurale, je savais très bien que j'allais me reposer, que j'allais pouvoir dormir, parce que j'avais très sommeil et tout. Donc là, j'ai eu une lutte intérieure pour ne pas succomber de suite à la péridurale, tu vois. Donc ça, j'en parle beaucoup, beaucoup en détail de mon dialogue intérieur dans mon livre que j'ai sorti. J'explique vraiment tout. C'est mon journal intime, en fait, mon livre, tu vois. Il y a vraiment tout détaillé. Mais voilà, il y a eu aussi cette guerre-là, pas que le personnel médical, mais il y a aussi avec moi-même, en fait. Parce que c'était long, parce que c'est fatigant. Parce que c'est la lutte la plus forte, non? Cette lutte avec nous-mêmes. Ouais. Je pense que c'est aussi super important ce que tu dis. Parce que cette lutte, c'est différent pour chacun d'entre nous. Et il faut savoir aussi que c'est notre corps et c'est l'expérience sexuelle la plus forte dans la vie, hein, la naissance. Et ça aussi avoir en compte avec ta propre expérience sexuelle précédente qui va te mettre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans cette petite période, non, que tu dis, mais tu es en lutte avec toi-même, effectivement. C'est ton néocortex, non, qui doit être déconnecté, mais que c'est pas si facile. C'est ça, mais comme tu dis, c'est vraiment propre à chacune. Il y en a d'autres. Déjà, moi, mes 2 accouchements, ils ont été longs. C'était plus de 24 heures à chaque fois. Il y en a, elles accouchent en 2 heures top chrono. Et puis, tu vois, donc déjà là-dessus, voilà, toi. Hein. Et moi, j'avais vraiment cette lutte-là, en sachant que voilà, c'était très. Mais j'ai pu dire non, je veux mettre de la conscience, je veux vraiment accoucher le plus naturellement et être actrice et faire mes choix à chaque fois. Donc, ça a toujours été comme ça dans les paliers au niveau de l'accouchement, quoi. Je pense que forcément, ça croise par ta tête, non? L'effet qu'avant, tu n'es pas arrivé et tu dis, ah, ça va se passer comme. Enfin, c'est le moment où nous, on sent, on va se mettre dans les pensées négatives. Hein? Et il ne faut pas bloquer dans ces pensées négatives, parce qu'en fait, ça s'appelle la paralysie par analyse. Il faut justement la lâcher un petit peu et voilà, essayer de trouver des autres sources, n'est-ce pas, que tu as pu trouver, mais surtout surmonter aussi. C'est ça, exactement. Moi, comme j'avais fait tout un travail pendant la grossesse, j'ai découvert le développement personnel pendant ma grossesse, hein. Les pensées positives, les affirmations, tout ça, j'ai tout découvert pendant ma grossesse. C'est pas quelque chose que je faisais avant, hein. Et je m'étais fait des petites fiches parce que je savais que j'allais avoir ce dialogue-là avec le jour de l'accouchement. Donc, je me suis fait des fiches où j'avais tout noté, les trucs positifs et tout, des mémos. Mais c'était un truc de fou, hein. C'était vraiment. Oui. Ça, tu mettais des post-it, tu les mettais chez toi. Ah oui, la chambre de mon fils, c'était le QG d'une guerre. Tu sais, quand tu vois dans les films, quand ils montrent les QG pour un plan d'attaque d'une guerre, tu as la carte avec des trucs qui relient tout. Mais c'était ça dans la chambre de mon fils. C'était le projet de naissance avec les outils de gestion de la douleur, les outils de pensée positive. Donc, tout le mur, il n'y avait pas de dessin de bébé, c'était que des feuilles à 4. Des messages, des focalisations et l'autogestion pour te mettre dans ton accouchement rêvé, non? Parce que c'est aussi cette partie de oser rêver cet accouchement suite après une naissance par césarienne aussi. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Parce qu'il y a, même si dans les pires des cas, ça va finir pour une césarienne d'urgence, au moins que tu repuisses le livre de la meilleure façon possible, non? C'est ça, exactement. Ouais, et puis en ayant fait tout ce que j'ai fait, voilà, toutes les recherches pendant ma grossesse, tu vois, j'ai lâché la culpabilité de me dire, ben là, j'ai fait mon maximum et c'est la vie, c'est comme ça finit comme ça finit, mais au moins, j'ai tout donné, j'ai tout fait, tu vois. Ça, c'est important aussi. C'est important. Donc ensuite, je suis passée après en salle d'accouchement, hein, puisque j'étais dilatée à 5 et qu'il y avait une salle qui s'était libérée. Et là, j'ai continué sur mon ballon jusqu'au bout
J'ai maîtrisé toujours pareil les contractions. La sage-femme qui avait, je te dis, la mâchoire par terre tellement elle était hallucinée de voir comment je maîtrisais comme une professionnelle depuis 20 ans. Tu vois, c'était vraiment un truc de fou. Et elle m'a dit, si vous voulez accoucher accroupie, je suis là, je me mets par terre, vous accouchez comme vous voulez. Elle était vraiment hyper ouverte. On adore. Et elle me dit, des professionnels comme ça, sachez qu'on adore. oui, c'était génial. Et elle me dit, j'aimerais tellement. Enfin, en fait, j'ai eu 5 sages-femmes pendant tout mon accouchement. Il y a eu des gardes et tout, hein. Donc, j'en ai eu 5. Wow. Et sur les 5, les 2 là, alors ça, c'était la dernière. Donc, les 2 avant-dernières, et c'est celle avec laquelle j'ai le plus parlé, le plus échangé et qui m'ont vu le plus longtemps. Toutes les 2 m'ont demandé des conseils. Tu imagines? Elles m'ont demandé des conseils à moi, là, qui était en train d'accoucher pour la première fois, puisque mon premier accouchement, j'ai rien fait, donc c'est comme si j'avais pas accouché. En fait, pour moi, c'était comme ça. si La mémoire de gérer, effectivement. C'est ça. Et elles m'ont dit, les 2, elles m'ont dit, on aimerait tellement que toutes les femmes accouchent comme vous le faites, là. Et dis-nous, c'est pour ça qu'on a fait ce métier. Tu vois ce que je me suis pris dans la tronche, entre guillemets, parce que je me suis dit, ce que je suis en train de vivre, là, c'est trop important pour moi personnellement, mais aussi, il y a une demande là que finalement, elles ne voient pas des femmes accoucher comme ça tous les jours. Hein. Elles n'en voient pas si souvent que ça. Maîtriser les contractions, être en mouvement, tu vois, tous ces trucs que je trouvais ça tellement simple et normal, il y en a beaucoup qui ne le font pas pendant l'accouchement, quoi. Et donc, c'est là que la sage-femme m'a dit, si vous accouchez accroupi, je suis là. Je fais je vous suis. Et puis, arrive la poche des os qui s'est rompue. Et donc là, ça a tout changé les contractions. Puisque là, c'était le moment de l'expulsion, tu vois, ça y est, on y est là, ça y est, il faut que ça finisse. Sauf que moi, quand la poche des os, enfin la fissure de la poche des os, déjà, c'est pas un motif de déclenchement et c'est pas non plus un motif de mettre à l'hôpital, d'accord? Normalement, ça dépend des pays, ça dépend des hôpitaux, mais c'est entre 24 et 48 heures que la naissance, elle va arriver. Oui. Le liquide amniotique, il se régénère. Dans des cas exceptionnels où il y a vraiment des soucis, des bébés et des choses comme ça. Mais en fait, tu n'étais pas non plus dans les débuts de ton accouchement, on va dire. Ça aurait pu arriver, tu aurais pu faire une promenade tranquille et voir comment ça s'est passé pour peut-être retourner après et pas avoir besoin de rentrer tout de suite. C'est ça ce que je voulais dire. Tu as resté aussi, qui ne t'ont peut-être, tu étais bien, hein, tu étais dans la chambre et tout, mais bon, il y a des moyens d'améliorer l'ambiance aussi. Oui, c'est ça. Mais après, moi, ça m'avait pas dérangé de rester à la maternité. Tu vois, comme j'ai dit, avec la condition d'être en ballon, j'étais dans ma chambre tranquille. Donc, finalement, pour moi, c'était bien. Et il est même peut-être que j'aurais accouché chez moi toute seule. Ça serait passé plus rapide. Parce que tu sais, quand tu es chez toi, tu es dans ton cocon, t'as pas de stress, tu es en sécurité. Donc, souvent, l'accouchement se passe plus vite que quand tu es dans un environnement externe où ça peut être stressant, tu vois. Parce que là, j'ai quand même eu 5 personnes différentes qui sont venues m'ausculter et tout et tout. Donc, c'est pas rien non plus, tu vois. C'est pas rien. C'est beaucoup, au contraire. Beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Quand j'ai relu mes notes, ouais, c'est énorme. Hein. Quand tu as eu la poche d'eau qui s'est cassée, en fait, c'est les douleurs qui sont devenues plus fortes, n'est-ce pas? Oui, alors là, en fait, juste avant que la poche d'eau rompe, j'étais sur le ballon et j'ai senti que mon fils il bougeait, mais d'une façon différente et beaucoup plus longtemps que toutes les autres fois pendant les contractions. Donc là, c'est là que la sage-femme m'a dit, il faut le laisser sortir. Là, à mon avis, si ça vous a fait ça, c'est qu'il est en train de sortir. Tu vois, là, on y est, on y est. Et donc, elle m'ausculte, elle me dit, vous êtes à 8, et là, paf, la poche des os, voilà. Là, c'est bon, on y est. Et c'est là qu'elle m'a dit. Et là, moi, j'étais tellement fatiguée, parce que là, on était à plus de 20 heures, tu vois, j'avais pas dormi et j'étais tout le temps dans mes contractions et tout. Et là, elle me dit, maintenant, on va pousser, il va sortir. Alors que j'avais pas de contraction. Et là, j'étais tellement impatiente qu'il sorte que je lui ai fait confiance, entre guillemets, tu vois, alors que je n'avais pas de contraction et je sentais pas de pousser. Et là, ça a été l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup, j'ai poussé dans le vide, ça n'a pas marché, ça a diminué ma confiance en moi, on a essayé plusieurs positions, ça ne marchait pas, et donc je suis restée allongée plus de 10 minutes. Donc ensuite,
c'était impossible pour moi de me remettre sur le ballon parce que j'avais plus de force dans les jambes puisque j'étais allongée et j'étais fatiguée. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire? normal, bien sûr. Et donc, je pouvais plus être en mouvement et je pouvais pas accoucher accroupie comme je l'avais souhaité, en fait, pour celui-là. Donc, et c'est là qu'elle m'a dit, si vous n'arrivez pas à pousser, on va faire des forceps et tout et tout. Donc, prenez la péridurale, comme ça, vous aurez pas mal. Donc, tu vois, là, j'avais l'épée de Damoclès. J'ai Bah dit, oui. et là, j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est dormir, hein. Je veux dormir. Donc, je veux la péridurale, comme ça, je vais dormir. Et après, je vais pousser, j'aurai pas besoin de forceps. Parce que je savais que ce qui me manquait, c'était de la force physique que je n'avais plus. Et parce que j'étais crevée, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la péridurale, voilà, à 8. Tu étais bien. Est-ce que tu supportais encore les douleurs Alors là, la gestion que j'avais faite par rapport aux contractions. Parce que là, tu vois, là, d'un côté, tu as la pression pour prendre la péri. Ou est-ce que tu avais vraiment douleur? Parce que apparemment, tu n'avais pas vraiment. Tu avais effectivement, l'accouchement, il peut s'arrêter et recommencer des temps après. Là, j'avais eu une autre contraction et je n'arrivais plus à gérer la douleur de la contraction. Là, c'était une douleur beaucoup plus forte que toutes les autres que j'ai eues, tu vois. Mais je savais que c'était parce que c'est la fin, tu vois. Donc, ça ne me dérangeait pas d'avoir mal encore pendant 10 minutes et après, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Oui, à la fin, effectivement. Je sentais que mon fils y poussait, mais j'arrivais pas à l'accompagner, même en poussant réflexe, j'arrivais pas. Ça faisait pas. Tu vois, ça faisait pas. Donc, j'ai accepté la péridurale pour dormir. Mais j'avais quand même une stratégie, tu vois. La péridurale, mais je dors et je pousse et ça va le faire. Et il n'y aura pas de forceps, il n'y aura pas d'épisiotomie, il n'y aura rien. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis endormie, je me réveille, je pousse, nickel. Le bébé, il sort nickel avec sa petite tête comme ça. Ouais. Et j'ai pas eu de forceps, il n'y a pas eu d'épisiotomie, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a rien du tout. Et et pour moi, j'avais gagné parce que voilà, c'était un bel accouchement. J'étais actrice du début à la fin en conscience, même si j'avais pas eu toutes les infos par rapport au fait de pas pousser quand on ressent pas de pousser. Ça, je l'ai su après, tu vois, parce que c'était un petit détail que j'avais pas été chercher jusqu'au bout pendant ma préparation à l'accouchement. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, je regrette pas. Et le fait d'avoir pris la péridurale aussi tardivement, mais tu vois, je peux témoigner aux femmes qui veulent la péridurale et c'est un choix. Oui. Pour moi, c'est un choix. Je peux leur témoigner qu'il n'est jamais trop tard pour la recevoir. Exactement. Et quand on vous dit… Exactement. En fait, la technologie, elle est toujours là pour nous aider. C'est pas ni tout le monde ça, ni tout le monde l'autre. On a des moyens et les utiliser dès le début, c'est une chose. Et les utiliser quand nous, on voit qu'on en a besoin, voilà. On va prendre la décision aussi parce que c'est nous qui on va dire, écoute, maintenant, je suis tellement fatiguée, j'ai besoin de dormir, tu vois, ça va m'aider. Effectivement, tu l'as. Il n'y a pas plus tu vois, il n'y a pas plus à dire. Tu as été capable de prendre la décision et de dire, bah, écoutez, maintenant, je n'ai besoin de vous. Et voilà. Et le boulot de système sanitaire, c'est d'être là pour nous soutenir. Exactement, ouais. Et donc voilà, en fait, j'ai appris tellement de choses avec cette expérience-là que je suis rentrée chez moi comme ça avec mon bébé dans les bras. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Comment ça a été les prendre comme ça et tout? Mais j'étais trop… Après, tu vois, j'étais trop fière de ce que j'avais fait. J'étais fière de mon bébé, mais à un point. À un point. Fière de mon bébé, tu vois. Et lui, par contre, je savais que c'était le mien. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je l'ai bien sorti. C'est le mien. On n'y touche pas. C'est vrai, mais c'est super nécessaire. Oui, exact. On en a besoin de... Ouais. C'est ça. Et pendant tout l'accouchement, d'avoir pu gérer les contractions comme ça me faisait pas mal, tu vois. C'était juste, voilà, c'est un truc du corps. Et j'ai géré la douleur, donc c'est-à-dire que quand ça montait trop, j'arrêtais la contraction et elle s'arrêtait. Et je la faisais reprendre quand j'avais 1 minute de battement. Donc, en fait, mes contractions, c'était 50 secondes la contraction, 1 minute de repos. 50 secondes la contraction, 1 minute de repos. C'est comme ça que j'avais géré tout mon accouchement. Ça, je le détaille dans mon livre. En fait, il y a vraiment tout détaillé. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je ne savais pas.
Et c'est ce que j'ai découvert, en fait, Mhm. en utilisant la visualisation, la pensée positive, la respiration et le mouvement. Et une petite musique douce. Moi, je mettais des huiles essentielles pour les 5 sens. Tu vois, c'était vraiment, tu utilises tout ton corps pour l'accouchement, les 5 sens, Ah bah et oui. tu poses ton choix. Et Ah, ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est des mammifères. Hein, en tant que mammifères, la nature nous a créés pour faire un scanner de notre ambiance avec tous nos sens, surtout dans une situation dans laquelle on va se mettre en danger de vie. Parce que tu es faible dans ce point-là. Tu es à un moment faible de ta oui, vie. Prédateur, tu ne peux pas sortir en courant. non, D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive aussi à beaucoup de femmes, non? Quand tu as peur dans cet accouchement, quand tu as cette... En fait, l'accouchement, il s'arrête. c'est ça, bien sûr. Oui, oui, exactement, exactement. Donc, en Et fait, donc, voilà. après avoir vécu tout ça, là, je me suis dit, mais déjà, ok, ça me tombe sur moi, je suis contente, mais j'ai jamais vu, sur toutes mes recherches, j'ai jamais vu quelqu'un qui disait qu'on pouvait maîtriser la durée et l'intensité de la douleur de la contraction juste par la pensée. J'avais jamais vu de préparation à l'accouchement là-dessus non plus, hein. Et c'est ce que j'ai vécu moi, alors que moi, j'étais qui à ce moment-là? J'avais jamais fait de yoga, je savais pas ce que c'était le chi, le truc de l'énergie, là. Je connaissais pas tout ça, tu vois. Le développement personnel, j'étais à peine en train de commencer à voir ça pendant ma grossesse. Et j'ai senti que Je suis en train de faire ça. Ah, ben, écoute, je trouve que ça marche. c'est ça. Et, euh, et tu vois, j'ai vu qu'on avait un pouvoir en nous, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et toutes les femmes, parce que moi, j'étais pas quelqu'un de spécial, hein, j'étais une femme normale, tu vois, j'étais pas prof de yoga ou quoi. Donc, n'importe qui a ce pouvoir magnifique en elle pour l'utiliser le jour de l'accouchement. Et que là, c'est comme si j'avais trouvé la clé pour ouvrir la porte pour le faire, tu vois. Et je me sentais responsable et à la fois impressionnée que j'ai eu cette responsabilité-là et qu'il fallait que je la transmette. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait absolument que j'en parle, il fallait que je la transmette. Et c'est à partir de là que, un mois après mon accouchement, j'ai fait un blog où j'ai raconté comme j'ai pu hein, tout ce que j'ai fait pour ma préparation à l'accouchement. Et le blog, il existe encore. Hein. Le blog, c'est monaccouchementserein.blogspot.com. Donc, tu sais, c'est les vieux blogs, blogueurs, là. C'est les années 2010, tu vois, parce que j'ai accouché en 2012. Hein. Donc, c'est avec ça que j'ai fait mon blog. Tu sais que mon dernier, il est 2012. Ah ben voilà. Voilà. Mais moi, celui-là, c'était, je l'avais fait en 2012 et après, j'ai fait une fausse manipulation. Ça l'a supprimé. Du coup, j'ai dû le refaire en 2013. Mais il est là. En tout cas, il est toujours là. Donc, vous pouvez aller voir les articles que j'ai écrits à ce moment-là, 2013-2014, parce que j'ai tout fait. Et après, il y a des personnes qui m'ont dit, il faut en faire un livre. Et de fil en aiguille, je ressentis qu'il fallait que je transmette ça en faisant un métier, tu vois, parce que je pouvais pas. Voilà, c'était un peu comme on appelle ça des missions de vie. J'ai ressenti vraiment que c'était le truc de ma vie, c'est ça. Je transmets ce que j'ai vécu et j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça, des formations, gestion des émotions, mémoire inconsciente, aussi thérapie brève. Voilà, on travaille sur les traumas et tout. Et, euh, et plein d'autres formations aussi qui n'ont rien à voir avec l'accouchement, hein, par exemple le web marketing, des trucs comme ça, mais qui font qu'aujourd'hui, là, je suis sur Internet à faire des vidéos et tout pour vulgariser tout ça. Et c'est génial, quoi, parce que ça aide plein de personnes à se poser des questions, à faire leurs recherches et à vivre aussi un accouchement où elles sont actrices, en fait. Ça, c'est important. C'est ça l'importance, non? En fait, c'est pas non plus, enfin, on a plein de choses et des méthodes. Moi, j'adore que ça soit ta méthode parce que ça colle un peu avec la conversation que j'ai eue avec l'anthropologue ce matin, qu'elle nous parlait de sorcières blanches et de ses connaissances qui sont mortes, d'accord? Parce qu'on ne va jamais les récupérer et qui fait partie, regarde, pour te dire, avec Nina, on a parlé qu'elle faisait comment se dit, les contrôles menstruels. N'utilise pas, moi, c'est pareil, sauf qu'elle a une méthode. Moi, je n'ai pas forcément de méthode. Laissez-moi libre, non? Et toi, tu me racontes ta méthode sur les contractions, tu vois? Et c'est de savoir que
très probablement, on avait les femmes dans une certaine période parce que tout simplement, on n'avait pas le choix. Il n'avait pas, si tu n'écoutais pas ton corps, il n'y avait pas un médecin à ton côté pour te dire c'est une contraction. Et il faut que tu fasses ça, ou si tu te fais ça, il faut que tu fasses ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, ça nous rejoint un petit peu avec les sorcières et les femmes ancestrales en nous redécouvrant aussi et en redécouvrant de techniques pour nous aider et pour partager, parce que c'est ça aussi. Et en fait, les femmes, les mères, d'accord, quand ils vont te chercher, à quel moment ils peuvent y aller te chercher? Ça dépend. C'est quand elles veulent. Moi, je remarque qu'il y en a beaucoup qui viennent à partir du 8e mois de grossesse parce que c'est là où il y a toutes les peurs qui reviennent par rapport à l'accouchement, tu vois. Parce que l'accouchement, il va arriver. Donc là, tu as le stress, tu as les peurs inconscientes qui ressortent. Les 3e trimestres, on commence à paniquer. Ouais, c'est à partir de là. Après, il y en a qui paniquent déjà dès le début. Hein. Moi, j'ai eu des personnes qui déjà, avant de vouloir un enfant, elles savaient que je faisais ça et elles venaient me voir. Moi, j'ai déjà peur, mais donne-moi des conseils déjà avant la conception, donne-moi des conseils sur l'accouchement, tu vois. C'est ça. Non, parce qu'en fait, tu vois, ça nous aide à surmonter. La meilleure façon de surmonter la peur, c'est d'avoir des outils pour ne pas tomber dans cette analyse négative et sortir, non? Et d'avoir ces post-it de partout, que c'est aussi une autre outil génial. Hein. Je connais beaucoup de gens qui l'ont fait pour les accouchements. Et c'est excellent. Et en fait, comme tu travailles aussi cette partie de concentration, de possibilités, de travailler ses peurs, quelles sont les peurs les plus courantes qu'on a les femmes à l'heure d'accoucher? Ou celles que tu retrouves le plus? C'est différent. Alors, moi, ce que je retrouve le plus, c'est les violences obstétricales. Avant la peur de mourir, c'est vraiment les violences obstétricales. C'est-à-dire et surtout l'épisiotomie. C'est vraiment ça que je vois en fait. C'est-à-dire qu'on touche à l'intimité sans que ce soit consenti et avec des risques de séquelles derrière en fait. Vraiment, la plus grosse peur que je retrouve là depuis que je travaille sur les réseaux sociaux, c'est l'épisiotomie, le point du mari. Donc, ça impacte la sexualité, tu vois. C'est vraiment ça. Et après, il y a beaucoup d'autres peurs, hein. Et puis, on est toutes différentes. On peut avoir une peur pour tel accouchement et puis avoir plusieurs enfants avec des peurs différentes aussi. Mais moi, ce que je vois vraiment qui ressort, c'est les violences obstétricales. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait, comme on dit, mon nerf de guerre et que je le montre dans toutes les vidéos que c'est pas normal ce qui se passe. Et il faut que ça s'arrête. Les violences obstétricales, c'est pas normal. C'est pas nécessaire même. Et juste avant qu'on commence à parler des réseaux sociaux et tout ça, parlez-nous un petit peu de ton programme, parce que je vais les mettre encore une fois par ici. Attends, je vais les mettre par là. Tu es en train de proposer en plus quelque chose pour la semaine de l'accouchement respecté, qui est super intéressant. Enfin, 18 vidéos, 17 vidéos, je ne sais pas combien ils sont, mais très accessibles, qui ne vont pas être au même prix à la fin de la semaine de l'accouchement respecté. Si vous en avez envie de l'écouter, franchement, c'est rien que pour se mettre un petit peu dans son planète accouchement, parce que c'est ça ce qu'il faut, pouvoir nous mettre dans notre planète accouchement. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut vous aider, qu'on peut faire plein de choses pour vous. Et là, Alison, elle nous a préparé un programme exclusif à un prix. Franchement, c'est un cadeau. Merci beaucoup. C'est ça, exactement. C'est un cadeau parce que, en fait, ce programme, je l'ai créé en 2019. Donc, tu vois, ça date. Moi, je me prends beaucoup longtemps à l'avance. Hein. Comme tu vois, en fait, c'est ma personnalité. Il y a des gens qui vont avoir des projets qui seront faits 5 ans ou 10 ans avant que ça arrive. Et moi, je suis comme ça, tu vois, je prends beaucoup de temps. D'ailleurs, mes accouchements ont été longs. Voilà, je suis comme ça. Et ce programme-là, je l'ai enregistré en 2019 et j'attendais le bon moment pour le sortir. Donc, tu vois, je l'avais sous le coude depuis 2019. Merci beaucoup pour la Semaine internationale de Miss 22. Exactement. C'est ça. Et j'ai ressenti, mets-le là, parce que c'est ce qu'on a parlé avant qu'on commence le live, là, par rapport à ce qui se fait pour cette semaine-là. Et j'ai été très déçue qu'il ne se passe rien à la hauteur de cette semaine. Et du coup, j'ai dit,
il mérite de sortir maintenant pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations par rapport à c'est quoi un accouchement respecté, comment on fait pour avoir un projet de naissance respecté et tout et tout. Tout est dans le programme en fait. Donc là, c'est 18 vidéos, des vidéos qu'on peut écouter très facilement, comme tu l'as dit. Et puis franchement, c'est un cadeau. Hein. À ce prix-là, c'est clair que c'est un cadeau. Mais oui, bah, franchement, j'étais très surpris et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai mis sur mon compte Instagram, hein, c'est où vous pouvez y aller, mais attention, à partir de 22 à minuit, Voilà. comme ça. C'est fini. Le 23 à 8 h du matin, c'est fini. Ouais. C'est un travail qui a un coût, qui a un prix et qui ne se propose pas toujours à un prix si petit, n'est-ce pas? Et c'est aussi que je dois remercier aussi Alison parce que c'est celle qui a été la plus engagée avec moi pour organiser tout ça. Il a été un peu mon exutoire et mon petite oreille. Donc, en plus, c'est encore beaucoup. Et en fait, une chose que je voulais te dire, une grande partie de notre travail concerne effectivement la consultation, mais aussi la diffusion. Et toi, tu fais la diffusion sur les réseaux sociaux. Tu es très active sur les réseaux sociaux. Et tu vas nous amener une figure que c'est Didi et qui vraiment touche à beaucoup de gens. On les voit dans tes vidéos, mais enfin, tu as beaucoup de vidéos humoristiques, non? C'est cet humour acide, on va dire, qui va mettre des reliefs les expériences réelles des mères. Et vraiment, tu vois vraiment, tu vises des petits trucs tout le temps, en fait. C'est ça, c'est clair. Et alors, je sais même plus comment est-ce que j'ai eu l'idée, en fait, de faire ça. C'est la perruque, là. Je sais pas si on la voit. C'est avec ça, là, que j'ai eu l'idée de commencer. C'est quoi le rapport entre une perruque et l'accouchement? C'est quoi le rapport, là? Et en fait, ça, je l'avais acheté au moment où je devais déménager sur Brive. Et je l'avais acheté pour faire des photos. Juste, c'était vraiment une perruque à 9 € sur Amazon. Enfin, c'était vraiment le truc pas cher, juste pour rigoler. Et je l'ai toujours gardée. J'ai dit, elle va me servir un jour que je vais faire des vidéos avec, mais je sais pas encore quoi. Tu vois, quand je te dis que je mets du temps, je prévois des trucs longtemps avant. Et quand j'ai voulu faire l'accouchement, j'avais besoin de mettre un visage sur les violences obstétricales. Et je me suis dit, à quoi, si ça devait ressembler à quelqu'un, ça ressemblerait à quoi? Mais déjà, il faut du rouge parce que c'est méchant, c'est en colère, il y a du sang, tu vois. Et j'ai vu cette perruque, j'ai dit, ah, mais c'est ça, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, c'était pour faire ça. Tu vois. Ça me va très bien, mais pas trop, hein, parce que moi, les couleurs rouges, c'est ma couleur préférée. Moi aussi, j'aime beaucoup le rouge. Mais là, tu vois, il fallait un personnage. Super bien, il va super bien, c'est génial dans toutes les vidéos. Donc voilà, et je me suis amusée en fait au début à reprendre les phrases qu'on m'a dites moi pendant mes 2 suivis de grossesse et tout, tu vois. Mais pourtant, la gynéco, elle était géniale, mais elle avait des phrases comme ça, tu vois. Donc c'était. J'allais le dire tout à l'heure, en fait, est-ce que tu as fait aussi, c'est une façon d'enlever, enfin, il y a beaucoup de personnel sanitaire qui fait des violences obstétriques, même avec des phrases comme des obligeants, hein, parce que ça continue à être de la violence. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette optique-là, d'accord, dans les systèmes. Comme la personne qui t'a dit, non, mais si vous êtes à 4 pattes, je suis là. Voilà. Mais c'est peut-être nécessaire aussi de mettre ce visage des personnages, parce que c'est pas la personne probablement en soi qui t'a fait cette violence, mais c'est le système qui est autour et qu'il faut le personnaliser en une figure qui, bon, c'est un gynécologue. C'est ça, exactement. Désolée pour la profession, mais on est là pour quelque chose. Là, alors, comme j'ai fait des petites formations en marketing, du coup, c'est pour ça que je le sors de cette façon-là. Si j'aurais mis sage-femme, c'était mort. C'était mort parce que les sages-femmes, actuellement, sont en train de sortir dans la rue, sont en train de trucs et tout et tout. Et c'est pour ça que j'ai mis Gigi
gynécologue, parce que Gigi, c'est un terme qu'on retrouvait dans les années 2010 beaucoup sur les forums pour dire le gynécologue. Maintenant, ça change, on est en 2020, donc on dit autrement. Donc, gynécologue, parce que aussi, dans la réalité des maternités, quand tu accouches, tu es très souvent en salle d'accouchement avec une sage-femme, et le gynécologue, il vient au dernier moment juste pour réceptionner le bébé ou pour te faire les épisos ou pour la césarienne en urgence, tu vois. Donc, il y avait aussi ce petit côté-là que je voulais montrer, et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé le personnage Gigi pour gynécologue au lieu que sage-femme, quoi. Oui, mais ça, écoute, dans l'hôpital où j'étais amenée après l'accouchement de ma deuxième fille, en fait, c'était les personnels des nettoyages qui se permettaient de faire des réflexions à la mère à la côté. Ah ouais. Tu vois, déjà, n'importe quoi. Elle rentrait et je ne me souviens pas exactement, mais en gros, il disait que c'était trop les prendre dans ses bras, vous ne pensez pas que vous allez les manger. Le bébé, il n'avait pas 24 heures. Et c'était, les personnels soignants disaient, mais c'était la petite goutte, d'accord? Parce que tu entendais d'autres, hein, dans cet hôpital particulièrement, c'était la catastrophe. Enfin, les malheurs, entre guillemets, c'est qu'ils sont pris avec moi devant. Et ça a été très marrant. J'ai une expérience à l'hôpital que je n'oublierai jamais. Mais c'est vrai que, enfin, comme j'ai accouché à la maison sans les prévoir, d'accord, parce que je ne l'avais pas prévu, on m'a déplacée avec les SAMU à l'hôpital. Ouais. J'ai resté 2 jours. Donc 2 jours, en réalité, je n'ai rien fait. J'avais déjà accouché, c'était juste pour les contrôles. C'est ça. Et en fait, même dans ces cas-là, on voulait m'enlever les bébés à tout moment. C'est fou. Ah, des réflexions comme ça, mais bon, j'ai raconté un jour cette expérience parce que j'ai trouvé tellement de choses là-dedans. Et rien qu'après avoir accouché. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, par rapport à Didi, est-ce que c'est bien aussi, c'est que je pense qu'il y a une partie, même s'il peut y avoir des professionnels sanitaires qui vont se sentir mal à l'aise, je pense que c'est aussi un peu les trucs, non? On veut aussi cette certaine malaise pour vous faire réfléchir, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça, parce que c'est pas normal que nous, on se sent avec cette émotion, qu'on se sent tellement déconnecté. Et Alison encore est une femme forte, mais c'est pas tout le monde, tu vois, une semaine après, mais des fois, et même en étant la femme la plus forte au monde, avec des situations comme ça, c'est pas possible, on va pas rester et on peut pas connecter avec les bébés, on va retrouver plein de trucs, non? On avait dit de parler des liens de maître aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de liens de maître. Bien sûr. Bien sûr, oui. Si. Bon, et comment c'est l'expérience des femmes qui t'ont contacté, qui sont arrivées à voir ces accouchements? Alors, moi, j'étais surprise qu'il y en ait beaucoup, juste en regardant mes vidéos, ça leur est permis d'être actrice de leur accouchement aussi, tu vois. Moi, mes vidéos, en fait, au début, je les ai faites, j'avais besoin de verbaliser, d'exprimer, voilà. Je sais pas comment m'expliquer, j'avais pas de stratégie derrière, en fait. Je ressens, je fais. Et on voit ce que ça donne. Et donc là, j'ai eu beaucoup d'interactions dans les commentaires. Là, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de violences obstétricales. Donc, du coup, j'ai pu faire beaucoup d'autres contenus qui révèlent ça. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, tes vidéos, donc ces vidéos-là, avec la perruque et tout là, elles m'ont aidé à vivre mon accouchement, à me positionner, à faire mes recherches et tout. Et j'ai dit, OK. Et à côté de ça, comme tu dis, il y a des professionnels qui tombent sur mes vidéos et que ça les embête, tu vois. Et il y en a qui viennent me dire… On regarde et dire, ah, mais attends, c'est vrai que… Et ils vont changer un petit peu, non? Je sais pas s'ils vont changer en voyant mes vidéos, en fait. Mais moi, j'ai des bons retours et j'ai après des personnes, beaucoup de professionnels, qui viennent me dire que ce que je fais, c'est dangereux. Ah bon? Mes vidéos sont dangereuses selon les professionnels. Écoute bien,
selon les professionnels qui passent, professionnels, parce que c'est beaucoup d'étudiantes sages-femmes hein, qui viennent me commenter. Donc déjà, elles n'ont même pas leur diplôme, donc c'est dangereux. Et après, tu as les personnes qui sont concernées par mes vidéos, donc les futures mamans qui ont accouché et qui me disent, ces vidéos, elles me rassurent et elles m'ont aidé à avoir un accouchement serein. Donc, il y a 2 sons de cloche. Déjà, il y a un truc qui va pas. C'est bizarre quand même, tu vois. Mais moi, après, ça va pas m'empêcher de continuer. Hein. Mais voilà, mes vidéos, ça les aide. Et donc, j'ai des retours en privé, j'ai des retours en commentaire qui disent, voilà, ça m'aide. Il y en a qui me disent, ton livre m'aide aussi. Donc, mon livre, je raconte mon histoire. Et dedans, après, il y a un petit exercice d'auto-coaching pour faire son plan d'attaque, comme je dis, le projet de naissance. Et voilà, c'est les retours que j'ai. Pour l'instant, c'est ça. Et du coup, ben, moi, je continue parce que là, je suis au tout début de ma lancée. Hein. Là, je suis au tout début de ma chaîne TikTok, Instagram et tout. Donc, je vais pas m'arrêter du tout, c'est clair. On va voir ce que ça va donner. Déjà, tu as vraiment une répercussion importante hein, parce que je vois tes vidéos partagées, je vois tes vidéos en duo, je vois les gens qui commentent, c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Complètement nécessaire. Et l'objectif de tout ça, les vidéos, c'est juste un support. Hein, comme le livre, c'est un support, le programme, c'est un support. C'est, voilà, ce qu'on en revient à ta question, le bien-être, en fait. Comment bien être, comment est-ce qu'un bébé peut avoir une bonne naissance et une maman, un bon accouchement, une bonne maternité. Mais c'est tout simplement qu'on vive tout ça en conscience, en se posant les bonnes questions, en faisant les choix éclairés et en vivant l'instant présent. Voilà. L'accouchement parfait, il n'existe pas. Il y aura toujours des petites erreurs, des petits trucs, voilà. Mais tant qu'on le vit en conscience et en étant actrice et que le bébé aussi soit acteur de sa naissance, ben là, on a tout gagné, hein. Là, on a tout gagné. Et tout ça, si chaque femme dans le monde ici, là, vit l'accouchement comme ça, forcément, ça va changer le monde. C'est obligé. Parce que on est forte, on est tellement fiers d'avoir vécu ça, on est fiers de notre bébé, on a une belle énergie on est belle quand on vit un accouchement comme ça, on est belle. C'est obligé. Donc, la grossesse nous rend belle. Oui, exactement. L'accouchement aussi, parce qu'en fait, c'est un moment où c'est censé, d'accord, vivre dans les plus grands maximum cocktails d'hormones de la joie possible. Parce qu'il faut dire ça, quand tu as un accouchement, même dans un milieu médicalisé qui se passe bien, il y a toutes les hormones qui vont y aller avec et que tu vas rester en peau à peau le plus possible avec ton bébé parce que ça, c'est un droit aussi. Oui. Et, effectivement. Et là, c'est juste faire la nature faire parce que c'est chimique. C'est l'amour chimique pur de se connecter à ces bébés. Et c'est surtout aussi prendre en compte les premières sœurs du bébé. C'est pas pareil une femme qui vient d'avoir un accouchement avec une certaine situation que dans une situation où on peut le plus rapidement possible mettre le bébé en contact peau à peau avec la mère. Et je dis le plus rapidement possible parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire non, mais le bébé, la mère, machin. Oui, mais c'est toujours le plus rapidement possible. C'est ça. C'est important. Ouais, exactement. Donc, notre programme et notre biologie, ils se mettent en route parce que c'est pas élever un enfant, c'est pas facile non plus. On les aime, mais c'est pas facile. Nos ancêtres, ils ne sont pas laissés des livres d'instruction. Non, c'est ça. Il y a déjà des séries, parce qu'en fait, plus on observe les bébés, plus on apprend. Je dis toujours que ce sont des scientifiques, hein, et j'y crois au pied de la lettre. Mais bon, en tout cas, je ne voulais pas oublier de me rappeler de ton livre que tu as dit tout à l'heure, et ça s'appelle Mon accouchement serein. Il est aussi disponible sur ta page web? Oui, maintenant c'est bon, il est disponible. Alors, il est sur Amazon et il est aussi sur ma page web, monaccouchementserein.fr. Et toutes les personnes qui l'achètent sur mon page, elles le reçoivent dédicacé. Ah! J'ai oublié de le mettre sur la page, tu vois, il faut que je le rajoute, ça. La mention dédicacée, voilà. Donc, au lieu de l'acheter sur Amazon, venez sur mon site web. C'est bien, c'est bien. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Attends, j'avais une petite question encore à te faire.
si je voulais te demander un peu par rapport aux réseaux sociaux qu'on a dit tout à l'heure. Comment c'est dur tu vois, tu as beaucoup tu as dit que tu avais beaucoup de témoignages de violences obstétriques. Et j'imagine que les plus courants, c'est celles que tu transposes en sketch. Et c'est lesquels qui ont les plus percutés. Ou c'est quelles vidéos qui ont le plus de vues? Là où il y a le plus, je suis sur Facebook, Instagram et TikTok, c'est là où j'ai le plus de vues, tu vois, parce que sur YouTube, ça n'a pas encore, la visibilité, elle n'est pas encore là. Et j'ai vu que les trois ont un truc différent, en fait. Sur Instagram, ce qui a choqué le plus, ça a été le rasage à la maternité, le rasage du pubis. C'est ce qui a choqué le plus. Hein? Dis-moi que ça ne se fait plus, s'il te plaît. Moi, je l'ai comme quelque chose qui est assez obsolète, mais peut-être que je me trompe. Et puis, tu vois, il y en a plein qui sont choqués aussi, qui disent, mais non, ça se fait pas, ça se fait pas. Il y en a plein qui ont témoigné que ça se faisait encore, hein, en 2020, 2022, tu vois. Et on en apprend tous les jours, je te dis, hein. Moi, alors, ça, c'est la vidéo qui a le plus pesé sur Instagram, tu vois. Et on est tellement conditionnés qu'il y en a beaucoup qui se rasent d'elles-mêmes avant d'aller à la maternité pour être sûr qu'on leur fasse pas à la maternité parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui le font encore, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Normalement, tu devrais t'épiler quand tu as envie, pas parce qu'il y a des professionnels qui te font des réflexions le jour J, quoi, tu vois. Et sur TikTok, parce que sur TikTok, t'en as pas mal d'abonnés, t'en as beaucoup d'abonnés. Et là, sur TikTok, c'est l'épisiotomie, le point du mari. Là, clairement, on est vraiment sur cette violence-là qui ressort le plus. Et en second, sur Instagram et TikTok, et sur Facebook, c'est la privation d'eau et de nourriture pendant l'accouchement. Là, on est vraiment sur ce truc-là. Sur Facebook, c'est vraiment le truc qui ressort le plus. C'est ça, quoi. Et avec toujours des faux arguments que oui, parce que anesthésie générale, parce que césarienne, patati patata. Est-ce qu'une partie d'être actif de ton accouchement, c'est savoir te défendre? Parce que j'ai l'impression un peu que, mais dans la méthode, il y a aussi, pour nous tous, hein, parce que c'est clair, je suis vraiment consciente, mais je me rends compte aussi que voilà, qu'en fait, il y a une partie aussi dans laquelle on va se mettre que c'est comment avoir ton accouchement serein d'une façon, et l'autre, comment avoir ton accouchement serein pour que les gens ne t'embêtent pas. Il y a deux cours à part. Et à un moment donné, tu dis, mais en fait, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est, ouais. C'est, en fait, moi, ce que j'ai vu aussi, par rapport aux témoignages que j'ai eus et au retour et tout, c'est qu'on a toute notre propre personnalité. Et c'est là que j'ai sorti un peu les deux manières de comment ne pas avoir les violences obstétricales de deux façons. La façon, on va dire, tigre, j'appelle ça la team tigre, c'est-à-dire que là, on rentre dedans, on explique de suite, non, je veux pas, patati patata, c'est un peu confrontation directe. Et l'autre façon où on est un peu plus dans notre bulle et on va pas confronter, mais on va montrer par l'exemple plutôt que ça, on veut pas, tu vois. Et j'ai vu que ces deux façons-là, il y a aussi un public qui se retrouve dans les deux façons. Donc, ce qui fait que la méthode que je transmets ou tout, c'est à la fois adapté à celles qui ont plutôt le tempérament de feu, comme on dit, là, qui vont répondre de suite, ou le chéri qui va répondre comme ça, et les autres où c'est un peu plus subtil, mais aussi efficace, en fait, tu vois. Donc, j'ai des vidéos aussi qui montrent ces deux aspects-là. Si tu as une vidéo, tu utilises beaucoup un son que j'adore parce que c'est le son où elle met sa tête, la femme enceinte, met sa tête de vengeance, de comment dire, mais pardon, tu as dit quoi? Tu ne vas pas pouvoir faire quoi?
c'est ça. Et en fait, à chaque fois, tu vois, c'est comme avoir un mémé. Tu sais, les mémés comment ça s'appelle? Des capitaines américains dans l'ascenseur. Je ne sais pas si tu connais, qu'il y en a plein qui se fâchent comme ça. Bah, je les vois plein. Bah, tu es un peu comme ça, tu vois. À chacun, tu dis, mais attends. Et c'est pas le même sens, parce qu'elle a non seulement un sens, sinon qu'il y a un côté pédagogique, des dénonces, mais en même temps, de vouloir faire réfléchir. Oui, c'est ça. Parce Exactement. Que ça est beaucoup plus régulier et beaucoup plus envahissant que ce qu'on y pense. Oui, moi, le but, c'est pas que, par exemple, les personnes, d'ailleurs, on le voit clairement dans mon livre, c'est pas une méthode toute faite et c'est bon, t'as lu et tu sais. Non, moi, c'est vraiment, il faut se poser des questions, il faut travailler, il faut chacune. J'ai pas la solution miracle pour tout le monde. Moi-même, la mienne que j'ai eue, je l'ai expérimentée, je suis allée chercher, je suis allée trouver des réponses à des questions et tout. Et voilà, moi, tout ça, c'est sujet à la réflexion. Parce que c'est comme ça qu'on est actrice de son accouchement. C'est parce qu'on utilise notre libre arbitre. Et on ne peut pas utiliser notre libre choix si on ne se pose pas de questions. Ça, c'est impossible. On ne peut pas faire des choix si on ne se pose pas de questions. Ça, c'est clair. On devrait tous avoir les droits à un accouchement sans violence, même en n'étant pas informé de toute la violence obstétricale qu'il y a. Mais si en cherchant un peu de croire en son propre corps et à sa propre force biologique, parce que notre corps, il est fait pour enfanter. Bien sûr. N'est-ce pas? Et je voulais juste un dernier déjà, si tu avais quelque chose d'autre à nous rajouter. Mais moi, je suis trop contente là de ce moment qu'on a partagé ensemble. Et merci TikTok, parce que sans TikTok, on ne se serait pas rencontrés comme ça. Parce que c'est grâce à TikTok, tout ça, tu vois. Et les réseaux sociaux. Et si, attends que je finis. Il y a un truc que j'ai besoin de savoir. Comment ça va avec les hate? Je ne pouvais pas finir sans ça. T'as beaucoup de hate ou pas? De haters, c'est ça? De hate, oui. Ah. Pardon que je t'ai interrompu, hein, mais c'est que j'avais oublié, je l'avais dans ma tête. Oui, mais après ça, en fait, moi, je suis sur les réseaux depuis 2015. Donc, depuis 2015, je fais des vidéos, du contenu sur Internet. Donc, j'ai commencé avec YouTube et après, j'ai fait Facebook. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai fait des buzz comme ça sur des groupes Facebook et j'ai découvert les haters. Et moi, je suis très sensible aux énergies et voilà. Et du coup, à ce moment-là, en 2016, 2017, j'ai tout arrêté parce que c'était trop pour moi. Et maintenant, en 2022, j'ai grandi, j'ai plus de maturité, j'ai plus de recul sur les choses. Et bien maintenant, c'est pas compliqué. Hein. Les gens qui me laissent un commentaire qui ne me plaît pas, parce que ma vidéo ne leur plaît pas, et bien leurs commentaires, je les supprime tout simplement. Je ne me prends même plus la tête, je ne prends plus compte de leur avis. Et je le fais, mais sans aucun scrupule. Et, et je les bloque. Et puis voilà, c'est fini. Des fois, très rarement, je réponds aux personnes qui veulent me rentrer dedans juste pour le plaisir de faire une confrontation, tu vois, mais c'est très rare parce que je ne suis pas là pour éduquer ces personnes-là. Moi, je suis là pour aider les femmes enceintes à réfléchir. Point barre. Tu vois? Donc, oui, j'en ai. Qui veulent créer une polémique parce qu'en fait, ils ont eu les besoins biologiques imperturbable et perturbé à autre personne. Mais c'est le piège avec les réseaux, en fait. Et moi, en 2015, j'ai vu tellement de youtubeuses beauté faire des dépressions à cause des haters. Tu vois, j'ai appris de leurs leçons aussi. Hein. Et moi, j'étais pas loin aussi avec tout ce que je me prenais avec mes petits buzz que je faisais là en 2016-2017. Qu'au bout d'un moment, on doit faire un choix. Hein. On doit, voilà. Je me suis positionnée en tant que créatrice de contenu. Donc, c'est moi qui crée, je passe du temps à faire des vidéos, comme là, on passe du temps ensemble, c'est du travail ce qu'on est en train de faire là. Quelqu'un qui vient critiquer mon travail sans que je lui ai rien demandé, mais est-ce que dans la vraie vie, quelqu'un peut aller comme ça dans un magasin, critiquer un magasin sans qu'il se passe quelque chose? Ben non, il va se faire virer du magasin. Est-ce que quelqu'un va sur un plateau télé en critiquant l'animateur télé sans qu'il se passe quelque chose? Ben non, il se fait virer. On le voit dans les défilés de mode anti-fourrure, les militantes avec leurs panneaux, elles se font virer du défilé de mode quand elles arrivent comme ça, là. Mais
pourquoi est-ce que les créateurs de contenu ne s'autorisent pas à faire ça avec les commentaires qui sont méchants, qui les dénigrent et qui les insultent et qui critiquent leur contenu? Parce qu'il y a la liberté d'expression. Ils ne se sont pas positionnés dans le monde réel des créateurs de contenu. Et le problème, c'est qu'à cause du comportement, là, ça va être très lourd ce que je vais dire, hein, mais à cause du comportement des créateurs de vidéos qui laissent les commentaires de haters comme ça, là, ça a entraîné le cyberharcèlement parce que les personnes qui sont médisantes se sont donné le droit de critiquer parce que les créateurs de contenu n'ont pas eu le réflexe de supprimer de suite ces commentaires-là, de faire la police. Moi, j'ai au moins 2 jours par semaine où je passe mon temps à revoir toutes mes vidéos et tous les commentaires et à supprimer ça parce que je fais de la police. Parce que c'est mon rôle. Tu vois, ma chaîne, mes chaînes, en plus j'en ai plusieurs, j'ai TikTok, Instagram, Facebook et tout. Ce que je crée là, c'est ma responsabilité. Ce qu'il y a en dessous de mes vidéos, c'est ma responsabilité. Imagine si tous les créateurs de contenu, ils penseraient comme moi. Est-ce qu'il y aurait du cyberharcèlement? Malheureusement, je ne sais pas complètement parce que déjà, en tant que femme, on est YouTube, je ne publie pas pour YouTube parce que je sais ce qui se passe. Je l'ai fait actuellement parce que j'aimerais bien les mettre, mais je sais ce qui se passe. La plupart des femmes, ils sont très, très prises. Hein. C'est une réseau social où elles sont attaquées particulièrement. Et moi, je sais que j'ai un peu la chance parce que comme je fais comme toi, mais en plus, il ne revient plus. Mais je pense aussi qu'il y a certaines fois que c'est tellement violent que tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et après, il y a les personnes jeunes, et il y en a plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai que déjà, les bloquer directement, c'est une très bonne idée. Moi, ce que j'ai fait, hein, je peux donner, comme tu dis, la conversation, entre guillemets, je vais dédier une vidéo à la personne et je vais l'ignorer. Parce que c'est Voilà. pour une vidéo, je dis, tu laisses ton commentaire assis, c'est ton avis, mais en fait, tu vois, ton avis, tout le monde a. Je ne vais pas dire comme la phrase, mais voilà, tout le monde peut avoir un avis, mais un avis, c'est rien. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pour ça que je te demandais, parce que, voilà, vu les contenus et à quoi ça portait, j'imaginais bien que tu avais quand même, voilà, une fois par semaine faire ça, c'est déjà quand même beaucoup. Ouais, après, il y a des fois où je le ressens, en fait, parce que moi, je pose toute mon énergie, hein, quand je fais mes vidéos, je mets une partie, un petit bout de mon âme, hein, dans mes vidéos, tu vois, c'est vraiment moi, c'est comme mes bébés, hein. Et je ressens quand il y a un moment où il faut que j'aille voir les commentaires et en effet, ouais, il y a des trucs qui sont pas normaux et je veux pas qu'il y ait ça sous mes contenus. Donc, je supprime, je bloque, je me prends pas la tête. Je rentre pas dans le jeu de l'algorithme. Parce que ça revient au tout début, en fait, le fait que les créateurs de contenu ont laissé ce genre de commentaires, les algorithmes ont permis que ce genre de commentaires existe pour qu'il y ait du mouvement sur la chaîne, pour que ça rapporte de l'argent à la plateforme. Ça rapporte du trafic, c'est clair, hein, ça rapporte du trafic. Et donc, du coup, maintenant, comme il y a eu beaucoup de remontées sur le cyberharcèlement, il y a des filtres anti certains mots, tu vois, des gros mots ou des insultes. Maintenant, il y a des commentaires qui sortent parce qu'il y a ce mot-là, mais les commentaires de haters méchants en disant ta vidéo elle est nulle, c'est de la merde ou des trucs comme ça, l'algorithme les laisse. Et il y en a qui, du coup, profitent du fait qu'il y ait des algorithmes de la stratégie haters, c'est-à-dire que quand tu fais une vidéo où il y aura un débat en commentaire avec des gens qui vont critiquer ta vidéo et voilà, ça fait plus de visibilité. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui laissent les commentaires. Ah oui, parce que ça fait polémique, ça fait monter. Ça fait monter. Exactement. Mais il y a aussi certains types, hein, parce que moi, j'ai détecté beaucoup aussi, et c'est pour ça que je les demande aussi. C'est parce que nous, en tant que créateurs de contenu, notamment pour des femmes, hein, c'est pour des familles, mais on est mais aussi à protéger ces espaces qu'on est en train de créer. Bien sûr. Il y a ces critères qui vont nous attaquer à nous, ou souvent aux commentaires des femmes. Exactement. Et quand tu commences comme tu dis, hein, il faut revoir les messages parce que TikTok, il ne nous envoie pas des messages pour les messages qui sont répondus par d'autres personnes. Et de temps en temps, il faut regarder parce que tu vois des commentaires aux situations qui sont véhiculées. Oui.
que c'est incroyable, même dans la conversation, hein, pour un rêve. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire vraiment attention parce que on est on est dans des situations qu'on pense qu'on est à sauver, mais non, pas du tout. Il y a aussi, je vous invite aussi à nous faire revenir ça aussi si ça arrive sur notre contenu, parce que ça n'arrive pas à nous. Nous, on surveille, hein, mais des fois, comme ça ne nous envoie pas des messages, on ne peut pas les faire et ça arrive. C'est ça. Moi, j'ai plus aucune notification de commentaires hein, sur Facebook parce que j'ai au moins 50 commentaires par jour minimum sur mes reels en Facebook. Donc, du coup, j'ai aucune notification de commentaires. Ils me mettent que les notifications de vidéos partagées. Ils me mettent que ça. Ils me mettent plus les notifications de likes ni de commentaires tellement j'en ai, tu vois. Donc, je suis obligée tous les jours d'aller voir les commentaires. Sur Instagram, c'est beaucoup plus, j'ai beaucoup moins de visibilité sur Instagram. Donc là, j'ai vraiment tous les commentaires, j'ai toutes les notifications pour ça. Mais sur TikTok et Facebook, il y en a tellement tous les jours que, comme tu dis, hein, on n'a pas les notifications, on n'a rien du tout. Hein. On peut pas tout contrôler parce que ça peut être dans une vidéo qui est passée un certain temps et comme tu n'as pas la notification, il y a quelqu'un qui est en train de s'acharner sur une personne. C'est ça, oui, c'est ça. Expérience sur une vidéo qui c'est ton contenu et que, en fait, tu peux supprimer les contenus de l'autre personne, la bloquer et voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois, d'accord? C'est pour ça que je voulais aussi l'évoquer avec toi parce que j'ai pas non plus de retour des autres personnes par rapport à ça. Non, mais c'est ça. Et bon, je pense qu'on va finir pour aujourd'hui. Ça te dit? Et en fait, je voulais juste te remercier encore une fois pour avoir été avec nous. Ouais. Ils sont définis tout en bas les réseaux d'Alison. Son code, vous l'avez encore sur l'écran aussi, ici en bas. D'accord? Et on va vous laisser ici pour aujourd'hui. Ouais. C'est nous si on a eu certains petits problèmes techniques, mais c'est Facebook aussi qui nous a fait, il m'a fait particulièrement mal à misère. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été à notre écoute et d'avoir venu parler avec nous à la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Et je te laisse dire au revoir avant que je défile. Alison? Oui, merci beaucoup, hein, Mercedes. En tout cas, c'était génial et on remettra ça une autre fois, c'est clair. Hein. Mais ne pars pas, d'accord? Je vais juste faire dire au revoir pour finir.